Joyeuse fête de Noël, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je reçois Jean-Claude Vouemba, qui est président de son parti, le MPCR. Maintenant, je l'ai retenu parce que je le reçois souvent sur Info 7. Très heureuse de vous recevoir, Jean-Claude Vouemba, et joyeuse fête de Noël. Merci et bonsoir, Madame Paulette Kimoto-Kipion. Joyeux Noël, mais comme vous le savez, depuis 90, nous la passons à travers la méditation et la prière parce que le peuple congolais est en train d'avoir une atroce souffrance et surtout, je m'incline par rapport aux morts dues à la démocratie. Voilà, mesdames et messieurs, donc merci à vous, fidèles téléspectateurs. C'est presque une année de confiance à Info 7. Je crois que c'est l'avant-dernière émission avant que nous allions en l'an 2017. Donc, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, en tout cas, l'actualité est très très riche. Donc, nous allons tout go dans le premier condensé où nous allons parler de l'accord ou pas accord à la Senco. Comme vous le savez, en tout cas, la fumée n'est pas encore tout à fait blanche à la Senco. Mais quand même, les abbés essayent tant soit peu, en tout cas, de racoler ou de réunir les deux tendances pour qu'on essaie de trouver un accord, un consensus. Voilà donc ce premier condensé est consacré aux travaux du deuxième dialogue à la Senco. Tout le monde attendait un accord politique ce 23 décembre à la suite de l'ultimatum lancé aux politiques par la Senco. Ce faisant, les évêques et les politiques même ont dû travailler toute la nuit pour parvenir à un consensus politique. Rien n'y fait. La presse, comme en témoignent ces images filmées sans lumière, a dû passer toute une nuit blanche. Certains journalistes, se couchant à même le sol, fatigués, abattus, attendaient un cadeau de Noël de la part de Dialogran sans succès. Pendant la nuit, un véritable ballet a eu lieu. Au total, 3 fois, le secrétaire général de la majorité présidentielle a effectué des allers-retours centre interdiocésain et ailleurs, avec lui les directeurs de cabinet du chef de l'État. Le soleil se levait ce 24 décembre matin. Les politiques n'ont pas toujours trouvé un accord, mais ils rassurent. Nous avons eu des discussions dures, parfois longues. Il reste 2 ou 3 points de divergence, dont un point principal, celui qui concerne la gestion de la période qui va s'ouvrir. Il faut laisser les chances aux négociations. Lorsqu'on se met à vous donner, à vous la presse, les points qui achoppent, vous les montez en épingle et à mon avis, ce n'est pas de tendance à nous aider à nous rapprocher. Alors vous permettrez que je me taise sur les points qui achoppent, mais que je vous dise que nous sommes sur la bonne voie. Et on revient à 11 h. On est pratiquement en train de finaliser le projet d'accord et nous revenons à 11 h pour mettre un point final au travail que nous avons commencé hier soir et qui se termine, nous l'espérons, aujourd'hui autour de midi 13 h. Ils sont effectivement revenus vers 11 h. Les résultats n'ont pas changé pourtant. La fumée noire reste de mise. Le rendez-vous est fixé le vendredi prochain. Les évêques ne semblent pas encore avoir levé l'option de passer au fameux plan B qu'ils ont pourtant annoncé avec pompe. Malgré les discussions âpres entre la majorité présidentielle et l'opposition politique, les deux partis en présence ne sont pas parvenus à se mettre d'accord autour de certaines questions, mais des avancées notoires ont été enregistrées dans les pourparlers. Noël étant, les évêques ont dû suspendre une fois de plus les travaux. Chacun d'eux doit rejoindre son diocèse pour la célébration de la Nativité. Ce qui est important, c'est que pendant que les évêques vont se déplacer pour 2-3 jours, le secrétariat va continuer à faire le travail de toilettage. Le vice-président et le président de la Senco reviennent le mercredi. Et le jeudi, nous aurons une séance de travail avec l'équipe du secrétariat technique enrichie des 4 membres pour voir si
tous les amendements ont été pris en compte. Et nous pensons que le vendredi, ça sera le jour attendu, le jour solennel où nous allons adopter notre compromis politique et le signer solennellement. Après plus de 2 semaines, la Cinco peine toujours à mettre les politiques d'accord. Peut-être le vendredi prochain, la fumée blanche pourra s'échapper du haut de la salle polyvalente de la Cinco et l'on pourra pousser un ouf de soulagement. Habemus Papam, adapté ici, nous avons enfin l'accord. Nous n'y sommes pas encore, quitte à chacun de prendre son mal en patience. L'optimisme affiché par les évêques de la Cinco n'est pas partagé par certains participants à ce pourparler. Au rassemblement, on brandit par exemple un préalable présenté par lui comme une impérative. Nous avons estimé que par acquis de conscience, on ne pouvait pas laisser l'actuel bureau de la CENI continuer à gérer la CENI parce que dans l'opinion cela ne passait pas. Nanga ne bénéficie d'aucune confiance dans la population. Il a été pratiquement la caisse de résonance du pouvoir en place. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas lui faire un cadeau. La restructuration de la CENI, une approche qui n'est pas partagée par la majorité présidentielle. Il n'est pas question qu'ici qu'on remette en cause le bureau de la CENI parce que ça va contribuer à nous retarder des élections. Et pour la majorité présidentielle et la société civile d'ailleurs, nous avons réitéré notre confiance en nos délégués. Et si c'est l'opposition qui veut retirer l'un ou l'autre, bon, ils vont se conformer à la loi et ils sont libres d'y procéder. Hormis la problématique de la CENI, la gestion de la territoriale divise également les composantes en présence. Vous vous imaginez qu'on ait toutes les provinces actuellement gérées par le PPRD et qu'on ait des secrétaires exécutifs de la CENI gérés par des gens du PPRD. Et vous croyez qu'on aura de bonnes élections? Donc nous voulions que cette gestion soit consensuelle jusqu'au niveau des provinces. Quelque chose sur laquelle nous nous sommes convenus, c'est d'abord la gestion inclusive du gouvernement au niveau central. Et pour le reste, c'est la territoriale, les autres entités territoriales décentralisées. Nous avons la nécessité d'aller aux élections locales. Parce qu'au lieu que les bourgmestres et les autres les maires continuent à être nommés, nous avons besoin que les maires soient élus. Et ça sera la solution définitive. À ce stade, les uns et les autres estiment ne plus être en mesure de franchir une ligne rouge en termes de concessions déjà faites des parts et d'autres. D'abord pour la paix. Jean-Claude Vwemba, vous avez suivi, hein, les deux tendances, en tout cas, ont donné leur point de vue. Est-ce que vous êtes aujourd'hui capable de franchir cette fameuse ligne rouge? Vous avez suivi Geneviève Vinakosi, vous avez suivi Kabound de l'UDPS. On dirait que chacun campe sur ses positions. Est-ce que cette fameuse ligne rouge, vous allez la franchir pour l'intérêt de la population aujourd'hui? Tout d'abord, je tiens à féliciter les compatriotes qui se sont rendus compte qu'il fallait mieux s'asseoir au lieu de sortir d'un beau cœur de Kantiachi pour venir imposer le peuple congolais, parce qu'un dialogue doit être inclusif. Mais par rapport à ce qui s'est passé au Kantiachi, c'était exclusif. Je tiens à les féliciter parce qu'ils ont montré à travers leur hargne... Oui, j'y suis. Donc, pour dire tout simplement ceci, il y a eu beaucoup trop de choses qui étaient difficiles par rapport pour accepter, surtout dans le cas du PPRD. Mais ils se sont compris, nous nous sommes rendus compte de la Constitution, parce que c'était le seul élément de travail qui est en face de nous, et il y a certains points d'achoppement sur le mandat du chef de l'État, sur le référendum, un pseudo-référendum et tout cela. Mais dès lors que nous avons traversé cela, et c'est que le secrétaire général de l'UDPS, le camarade Kamboud est en train de dire, c'est la vérité. On ne peut pas faire semblant comme si de rien n'y était. Madame, moi je suis... Par rapport à la territoriale. Par rapport à la territoriale. Moi je suis... Geneviève Vinakosi a dit, nous, là, on passe aux élections carrément, et c'est la solution définitive. Moi je suis député d'une province.
Et je sais comment les députés de l'opposition souffrent quand ils sont dans leur province. Même par rapport à leur territoire, madame. Tous les administrateurs du territoire du Congo, y compris les chefs des secteurs, y compris même les chefs de groupement, sont acquis au PPRD et à la majorité présidentielle. Deux fois, ça est difficile à un député de l'opposition d'organiser même une marche de soutien. Mais quand il s'agit d'eux, vous voyez que ce soit la police, l'ANER, la garde républicaine, toutes les officines, être là pour les protéger. Un exemple frappant. Il y a à peine 3 semaines ou 2 semaines ou 15 jours, les députés nationaux du Congo central sont à Matadi pour faire une marche, pour dire que la gestion du gouvernorat ne marche pas par rapport au peuple du Congo central. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Qu'on a envoyé la police avec les graines, avec les gaz lacrymogènes et peut-être des balles à l'air. Obtenu l'autorisation? Mais madame, avant d'obtenir une autorisation, si vous êtes de l'opposition en province, vous ne l'obtiendrez pas, madame. La preuve, on est même certains de nos amis qui viennent de quitter à peine le pouvoir, qui sont dans le G7 et consorts. Ils se rendent compte bien de ça maintenant. À l'époque, ils demandaient n'importe quelle marche, ou bien qu'ils demandaient, ou bien ils annonçaient, ils manifestaient. Allez maintenant voir au Katanga, qui manifeste? Si c'est le PPRD, si c'est la majorité présidentielle, là, on leur ouvre les vannes. C'est pour cela, je crois, madame, pour que ça puisse être d'un intérêt général, pour le bien-être du peuple congolais, en ce qui concerne les provinces, il doit nécessairement y avoir un partage pour que tout le monde se sente sécurisé. Et par rapport à la CENI, Geneviève Ndakosi l'a dit, ça va encore retarder le processus. Pourquoi tenez-vous tant à changer ce bureau de la CENI? Est-ce que Corneille Nangaa ne travaille pas? Et pourtant, le voit, le processus pour l'obtention des cartes a déjà commencé. Il s'établit dans presque toutes les provinces aujourd'hui. Est-ce que vous n'êtes pas sûr du travail de Corneille Nangaa? Malgré les explications qu'il vous a fournies encore dernièrement ici, on n'est toujours pas sûr, on n'a toujours pas confiance en Corneille Nangaa? Madame, le problème d'échanger les animateurs de la CENI pour dire clairement le bureau, ça ne pose aucun problème et ça ne générait personne par rapport aux techniciens qui continuent et qui vont continuer à travailler. Alors pourquoi ne pas les laisser travailler? Madame, le problème du bureau de la CENI, c'est qu'ils se sont tellement affranchis vers le PPRD, maintenant on se pose des questions. C'est pour cela, ce qu'est en train de dire le secrétaire général de l'UDPS, et c'est que les gens pensent. Pourquoi, madame? Nous avons vu comment ça s'est passé. J'ai beaucoup de respect par rapport à monsieur, président de la CENI, monsieur Corneille Nangaa, que je crois que c'est un garçon qui a la bonne volonté, hein, qui veut vraiment aider ce pays. Il y a trop de pesanteurs, c'est mais malheureusement, il y a des pesanteurs qui le dépassent. Qui le dépasse, madame? Ça, nous devons nous dire de vérité. Parce que, ayant déjà un vice-président, un aficionados du PPRD, donc il ne peut pas coincer. Et puis, le même président de la CENI, quand il était, je crois, secrétaire exécutif et tout, nous avons travaillé avec lui. La preuve en est que c'était avec lui, parce que le président Malou Malou était malade en Afrique du Sud, celui qui a été à la base pour que nous puissions aller aux élections des députés provinciaux. C'était le président Corneille Nangaa, à l'époque secrétaire exécutif de la CENI. Et à chaque fois qu'il montait quelques dossiers pour donner aux dates limites, dès lors que le PPRD ou la majorité présidentielle mettait un haut là, et il repoussait les échéances. Madame, nous voulons que la CENI telle qu'elle est là, si elle n'a pas confiance, le rassemblement n'a pas confiance à la CENI, que voulez-vous faire? J'ai entendu la collègue Geneviève Inagozi qui est en train de dire si eux ils veulent changer, ils peuvent changer, mais non. Les cartes ne sont plus les mêmes. Madame, il faudrait que les acteurs politiques de la majorité présidentielle sachent une fois pour toutes, M. Kabila a échoué en n'organisant pas les élections. Nous avons suivi la dame de Madame Madeleine de la société civile qui, pas fustige, mais dit que non, la presse en tout cas
en tout cas, ajoute aussi un peu de son grain de sel dans ces négociations. Est-ce que pour vous, la presse, d'ailleurs, moi je profite de l'occasion pour féliciter en tout cas les reporters qui ont passé nuit à la Belle Étoile. On a vu les images et ça a choqué beaucoup des journalistes de par le monde, comment on néglige, et je ne mâche pas mes mots, comment on néglige les reporters congolais, les journalistes congolais. Nous avons vu les images, comment ils ont passé la nuit à la Belle Étoile. Alors, sans même, en tout cas... On ose le dire aujourd'hui, vous êtes là, député national, même pas des bouteilles d'eau pour la presse, en tout cas, mais aujourd'hui vous dites que non, que la presse aujourd'hui ne doit pas ajouter son grain de sel dans ce qui se passe. Alors que devons-nous faire? Boycotter les travaux de la Senco et laisser les rumeurs prendre la place? Je dénonce avec virulence les propos de Madeleine Kalala. C'est ce genre d'attitude de cette vieille société civile apparentée à la majorité présidentielle qui essaye de vouloir mettre ce qu'on appelle les journalistes en doute. Madame, nous devons dire la vérité au peuple congolais. Moi, je suis un élu. Le peuple qui m'a élu, c'est ce que quand je vois rouge, je le dis. Quand je vois noir, je le dis. Heureusement que la presse était là, madame. Sinon, aujourd'hui, on serait dans le cafouillage éternel. Certaines personnes ont pu avoir l'écho et vouloir même faire pression, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Nous, c'était la presse. Comment ils auraient dû être au courant de tout cela? Nous ne vivons plus dans un monde là où il faut cacher les choses. Pourquoi cacher? Nous sommes en pleine délégation, en pleine négociation. Il faudrait que la population congolaise sache où est-ce que nous y allons. Est-ce que vous avez... madame, pour ça, moi, je donne un coup de chapeau à la presse et que tout ce que les gens peuvent dire, la presse exagère. Il n'y a qu'elle qui dit ça. Donc, moi, j'estime, madame, vous avez fourni un travail exceptionnel, comme vous venez de le dire, sans même bouteille d'eau, sans même un petit sandwich, dormir à... Par terre, on a vu les images. Et alors, comment voulez-vous que je dise? Non, parce qu'ils sont habitués. Cette société civile kabyliste dans la grande dynastie kabylistique sont habitués à cacher les choses au peuple congolais, or ce qui était normal. Est-ce que vous avez une idée du fameux plan B? Puisqu'aujourd'hui on se pose la question, vous avez dit que vous êtes élu par le peuple, vous devez rendre compte au peuple. Est-ce que vous avez écho de ce fameux plan B des événements? Madame, c'est que je peux vous rassurer, au sortir aujourd'hui du centre interdiocésain de Kinshasa, en tout cas, il y a une avancée à 95%. D'ailleurs, à l'instant où on est en train de parler, il y a un comité de rédaction qui est en train de finaliser pour que le vendredi, il puisse y avoir les signatures. Le fameux plan B, c'était simplement une forme de pression pour qu'on accélère les choses. Ça existe vraiment. On a l'impression que c'est quelque chose qui provient du Vatican. On dirait que le pape nous impose quelque chose. C'est ça, en fait, la réalité? Le pape n'impose rien, madame. Rien du tout? Rien du tout. Au contraire, le pape a pris le grand risque d'accepter que la Senco soit mêlée dans cette pagaille politicienne qui a commencé depuis plusieurs décennies et qui n'arrive pas à se terminer. Donc nous disons clairement, les évêques, c'est sûr, dans leur plan B, c'était nous avons fait ce qu'on pouvait faire et maintenant on rend le tablier. Ça sera l'échec. C'est une question que je posais d'ailleurs. Heureusement pour nous, j'ai posé à mon invité la semaine passée, Guillaume Manjolo, je lui ai posé cette question carrément parce que on a l'impression que l'histoire se répète. Vous êtes de l'opposition, Jean-Claude Wemba. Est-ce que les militaires aujourd'hui ne représentent-ils pas le dernier rempart, comme c'était en 1965, quand les politiques, vous attendez pas, Mobutu s'est levé, il vous a mis dehors, permettez l'expression, et il a pris le pouvoir. Est-ce que ce scénario-là peut-il se répéter aujourd'hui? Parce qu'on voit le chaos, on ne voit plus, en tout cas, où va le Congo aujourd'hui. Mais je crois que là où est votre papa, le grand président Yvan Kipiom, là où il est, je crois qu'il ne peut pas admettre que vous puissiez revenir en arrière comme ça. Ça, c'est grave, madame. C'est une question que l'on se pose. Non, madame. L'armée, dans un pays démocratique, là où il y a la Constitution, l'armée respecte les orientations politiques. C'est justement, madame, là où nous nous retrouvons aujourd'hui, là où l'armée, la garde républicaine, les FARDC, la police nationale, les services de renseignement, l'ANR, ainsi que toutes les officines, veulent travailler pour qu'un seul camp.
C'est là où ça nous amène à ce que vous voyez. Il faudrait tout simplement que les militaires soient gérés à travers leur garnison, à travers leur travail, par rapport à leur chef hiérarchique, et jusque en bas. Si vous voulez, madame, les militaires, de nos jours, où est-ce que vous avez encore appris à un coup d'État? Et si maintenant des millions de Congolaises et des Congolais sortaient dans la rue et vont commencer à tirer, où est-ce que ça va nous amener? Non, madame, il faudrait justement que l'armée que nous voulons, une armée républicaine, une police républicaine, madame, ne puisse pas entrer ni se mêler dans les affaires du politique. Nous continuons, nous prenons d'ailleurs le constat de la journée du 19 décembre. Comme vous le savez, c'était une journée assez chaude le lundi passé. Alors, Congo Web Télévision, notre chaîne qui ne manque jamais le temps fort de l'actualité de la République démocratique du Congo, a été sur le terrain et a établi son constat. D'abord à Mbinza Ozone, dans la commune de Ngaliema, au boulevard Lumumba, dans la commune de Limete. Évidemment, quelques politiques ont réagi par rapport à cette date qui marque, selon une certaine opinion, la fin du mandat constitutionnel du chef de l'État, Joseph Kabila. Et nous vous proposons donc la réaction du MLC et le point de presse de la MONUSCO, car cette journée s'est soldée par des morts. En tout cas, le bilan est assez partagé selon des institutions. Pour les ONG, nous naviguons pour toute la République démocratique du Congo, nous nageons entre plus ou moins 100 morts. Et le gouvernement nous parle de 10 ou 12 morts, en tout cas, le bilan officiel du gouvernement congolais. Plus de détails dans ce condensé. Nous sommes ici en Mbinza Ozone, sur la route Matadi. Le quartier s'est réveillé dans une morosité d'activité. Tous les matins, des jeunes sortent au coin des rues pour observer la situation. Pendant ce temps, les véhicules sont à compter à bout de doigts. Vous voyez que la journée est quasi morte. Nous voyons ici que toutes les galeries marchandes n'ont pas ouvert. Les écoliers ne sont pas partis à l'école. Et donc la journée est extrêmement paralysée et il n'y a pas d'activité. Le transport en commun se faisait rare alors que les arrêts des bus quasiment vides. Les taxis-motos ont aussi fait leur constat. Pas de vente de carburant dans leur axe d'activité. Je viens de chercher le carburant partout, toutes les stations sont fermées Je suis allé acheter le carburant auprès de Kadhafi. Bon, la journée d'aujourd'hui, je ne pense pas, il n'y a pas vraiment la circulation. Je travaille l'attention de 2GC pompage. La population circule aussi, mais il n'y a pas vraiment de transport, il n'y a pas vraiment de clients qui montent sur les motos et puis, en tout cas, il n'y a pas vraiment d'activité. Ici, l'entrée du marché de la cité des anciens combattants, un carrefour orphelin de ses visiteurs habituels. Les Kinois de cette partie de la capitale sont restés chacun chez soi pour raison de sécurité. En croire le porte-parole de la MONUSCO, Félix Prosper Bass, le représentant spécial secrétaire général de l'ONU en RDC, Maman Sidikou, a exprimé sa profonde inquiétude face à la vague d'arrestations et de détentions rapportées au cours des 3 derniers jours sur l'ensemble du territoire national. Le patron de la MONUSCO déplore le caractère, selon lui, arbitraire de certaines de ces arrestations, comme l'indique José Maria Aranaz, numéro 1 du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. La destruction des propriétés à Kinshasa, les sièges des partis politiques, les stations d'essence qui ont été vandalisées, les postes de la police et aussi les autres maisons qui ont été brûlées par la population à Boma. Je voudrais rappeler aussi les obligations des autorités de respecter les droits et libertés fondamentales. Nous sommes très préoccupés par l'usage excessif de la force par les agents étatiques, notamment la PNC, la garde républicaine, la police militaire et l'ANR. Nous avons documenté au moins 19 cas confirmés de morts par balle et nous sommes en train de vérifier encore des autres cas. Aussi, 45 personnes blessées et les chiffres très élevés des arrestations à Kinshasa, Lubumbashi, Matadi et Goma. Nous sommes aussi très préoccupés
par les restrictions du travail des professionnels des médias, qu'ils ont été arrêtés ou empêchés de faire leur travail, même aussi pour les restrictions au accès des parts et à l'information par notre équipe, soit des droits de l'homme et aussi des autres collègues de la MONUSCO. José María Aranaz déplore par ailleurs le fait que les Nations Unies n'aient pas été systématiquement autorisées à avoir accès aux lieux de détention afin de vérifier les conditions dans lesquelles se trouve le détenu. Je crois que l'article 64 demande à tout le monde de manifester, mais il ne demande pas aux gens de casser. Donc s'il y a des gens qui veulent s'exprimer pour faire comprendre au chef de l'État qu'il a atteint la fin de son mandat, libre à eux de le faire, parce que c'est pas nous qui le recommandons, c'est la Constitution. Mais d'autre part, il y a des discussions qui sont en cours. Ça veut dire que nous aimerions voir les évêques revenir et voir dans quelle mesure on peut aller beaucoup plus loin dans nos compromis politiques, de manière à ce que la paix soit préservée. Donc je pense que c'est un message de paix que nous lançons, et nous espérons que aussi les autorités vont suivre ce message dans la mesure où elles vont demander à tous les militaires et tous les policiers qui se sont déversés dans les rues de Kinshasa de ne pas enfreindre les lois du pays, notamment en ce qui concerne la protection des civils. Donc, il ne faudrait pas que ça tire simplement parce que des gens veulent manifester. C'est tout à fait normal, mais je ne pense pas que ça ira beaucoup plus loin que ça. Donc espérons qu'à partir du 21, nous aurons un accord, que les discussions vont reprendre et qu'elles vont déboucher sur un accord intéressant, et ça ira mieux pour le pays. Nous voulons l'alternance. M. Kabila est à la fin de son mandat. Nous aimerions avoir des élections cette année si possible. Et voilà, élire un nouveau président et recommencer l'histoire de ce pays, parce qu'il y a beaucoup à faire. Si M. Kabila va réellement partir, il peut faire une déclaration pour apaiser et laisser le pays continuer et sortir avec tous les honneurs possibles. Je veux dire que si c'est vraiment son intention, il peut le faire. Vous avez vu, M. Hollande l'a fait dernièrement, parce qu'il a compris que si il se représentait, il allait déchirer la gauche, et donc il se dit, il vaut mieux que je le fasse maintenant pour créer la calmie. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ça être homme d'État, et c'est ce que nous attendons de M. Kabila. Et nous disons que le bon sens peut l'obliger à le faire, parce qu'il est le chef de l'État et le père de la nation, donc c'est lui qui doit, lorsqu'il y a des situations qui créent le désordre au niveau national, il peut ramener les gens sur la bonne voie avec des propos rassurant. Jean-Claude Vwemba, quel est le bilan pour vous par rapport aux événements du 19 décembre? Vous avez un chiffre précis à communiquer? Vous savez, généralement, quand le pouvoir, un gouvernement dit un chiffre, surtout aussi au Congo, il faut le multiplier par 10 ou par 20, parce que c'est ça la vérité. Mais madame, en un mot, un État, un gouvernement ne peut pas se réjouir ne fût-ce que d'un seul mort. Parce que le respect de la vie humaine est sacré. Alors, quand les gens, madame, à chaque manifestation, il y a des morts, alors on se pose la question, quelles sont les responsabilités des uns et des autres? C'est pas aussi vous les politiques, qui incitez, qui intoxiquez ces jeunes à descendre dans la rue pour revendiquer? Vous-même, vous ne descendez jamais dans les rues. Oh, si, madame, quand il y a des marches, il y a tout, nous sommes là. Mais les 19, c'était beaucoup plus les jeunes. Les 19, on n'a pas demandé ni marche, ni rassemblement quelque part. Moi, Jean-Claude Vwemba, j'ai dit, le 19 décembre était une date là où il fallait faire une fête, date d'anniversaire, parce que la Constitution nous a amené au moins pour une fois à une date où le mandat présidentiel s'est terminé. On n'a pas demandé à qui que ce soit. Vous avez quand même... Attendez, madame. Je vous en prie. Kimoto. Le problème, ce n'est pas quand les gens veulent manifester. Madame, il y a des anniversaires qu'on fête dans un bar, des anniversaires qu'on fête dans la maison. Il y a des anniversaires qu'on fait dans les terrasses. Comment priver les gens de ne pas circuler dans la ville s'ils sont à 3 ou à 4, parce qu'ils retrouveront devant eux les gens qui vont leur poser la question, avez-vous vu le visage de votre maman, de votre papa, de vos enfants? Soyons sérieux, madame. La police, y compris l'armée, sont là pour protéger leurs concitoyens. Alors, quand le gouvernement dit qu'il y a eu 9 morts, ça c'était au début. Après, ils ont remonté, c'était à 20 ou 23. Et maintenant, nous apprenons à travers les services spécialisés, sur la ville de Kinshasa, ils sont à un nombre que, jusqu'à présent, parce qu'il faut aussi être honnête,
la contre-vérification ne s'est pas encore faite. Mais c'est au-delà pour tout le Congo. Le chiffre des 100 là qui sont en train de les dire. Vous comprenez le fait que les gens sortent dans la rue? Est-ce que c'est pas simplement un ras-le-bol? Est-ce que vous comprenez le ras-le-bol des Congolais? Comment les Congolais aujourd'hui peuvent... C'est vrai qu'à un moment on disait que le Congolais est un peuple lâche, c'est un peuple paresseux, c'est un peuple qui n'aime pas revendiquer ses droits, qui accepte l'inacceptable, l'essentiel est que Nzamba Kosala. Est-ce qu'aujourd'hui vous comprenez un peu cette prise de conscience, surtout de cette jeunesse qu'on arrête à tout bout de champ à travers la République? Surtout la jeunesse. Madame, cette faillite, elle est venue des églises de réveil. Parce que quand les églises... Vous n'allez pas les stigmatiser, eux ils cherchent le bien-être spirituel des gens. Quand les églises de réveil, dans leurs chansons favorites, le Christ de Jésus, même chez lui à la Palestine, en Israël jusqu'aujourd'hui, ils se battent pour des carrés de terre. Non, madame, le problème, c'est pas ça. Le problème est que M. Kabila a échoué au point de vue économique et social. Plus grave, madame. Maintenant, les gens se posent des questions. Si je reste à la maison, qu'est-ce que je vais manger? Si je sors, qu'est-ce que je vais manger? Alors, à partir de ce moment, enfin, quand je parle de manger, madame, c'est tout un ensemble de la vie sociale. Il n'y a rien, madame. Comment voulez-vous que les jeunes qui terminent, qui font des sacrifices, que leurs parents font des sacrifices, pour terminer à l'IFASIC, à l'ISCA, à l'UNIKIN, ISP, ISPL, UPEN, et qu'est-ce que j'en sais, madame? Se retrouver le lendemain sans travail et ils sont obligés d'aller se recroqueviller dans les sociétés de gardiennage, des cambistes, ou qu'est-ce que j'en sais, madame? Tous ces jeunes-là ont ras-le-bol. Ils veulent travailler. Mais le travail est là, madame. Maintenant, même pour devenir agent de sécurité quelque part, il faut avoir un piston. Sinon, tu ne travailles pas, madame. Donc, c'est pour cela, madame, donc, quand les gens disaient comme quoi que le peuple congolais c'est un peuple qui laisse passer Abimakate, Avanda, Banga, Galiwa, non. Parce que les conditions n'étaient pas aussi négatives comme maintenant. Parce que la situation est aussi terrible que ça. Oui, madame. Aussi terrible que ça? Oui, aussi terrible, madame. Parce qu'il n'y a pas de productivité dans notre économie. Je crois qu'on parlera tout à l'heure de l'économie. Il n'y a pas de production, madame. Comment voulez-vous, sans production, aller embaucher les gens en voici, en voilà? Le Congo, l'État congolais est devenu... comment, dans quel terme qu'on dit? Un État de prestation de services. Alors, comment voulez-vous que nous puissions aller là-bas? Or, à l'époque, madame, le problème était plus du côté politique. Si vous voulez, on peut parler de la deuxième République avec le maréchal Mobutu. Le problème était plus politique et le social commencera à venir au fur et à mesure. Mais là, madame, les problèmes sont politiques. Parce que pour les gens qui sont partis à Sun City, qui ont sorti une constitution, arrivés ici, les gens ne veulent pas respecter cette constitution. En plus, les gens sont tous des chômeurs. Les gens cherchent du travail, ils n'en trouvent pas. Madame, moi je suis un député d'une province. Madame, quand j'y vais à ma circonscription électorale de Kasangolo, j'y vais, admettons à Lukungamputu, qu'est-ce que je sais, à Binanga, à Kintiona, à Matanda, à Zongo, à Kimazebo et tout là. Madame, je vois comment l'exode rural est en train de nous frapper, madame. Les villages sont en train de se vider? Mais comment? Mais c'est plus grave, madame. Tout le monde veut aller maintenant dans les centres urbains pour qu'ils puissent avoir ne fût-ce qu'un boulot de journalier à la SNEL, à la Régie des eaux, ou qu'est-ce que j'en sais, madame? Dès lors que, à partir de ce moment-là, si on avait une politique de développement sérieux d'industrialisation, les gens ne quitteront pas leur province. Donc c'est pour cela, madame, avec tout ce ras-le-bol, Moussala et Zati, le jour qu'on est parti accueillir le président Tshisekedi, le 31 juillet, madame, j'ai écouté une chanson pour la première fois, j'ai écouté. Lokola papa Tshisekedi aye, tokozwa mbongo pona tobala, kala tobala kateba 40 ans. Donc, les gens disent quoi? C'est ça l'espérance, que si Tshisekedi arrive et devient président de la République un jour dans ce pays, il y aura du travail, il y aura la productivité et les gens commenceront à vouloir
Bon. Est-ce que Tshisekedi incarne-t-il vraiment cet espoir aujourd'hui? Madame, si Tshisekedi n'incarnait pas cet espoir, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Mais des fois, quand vous dormez, vous vous réveillez. Hein, il faut au moins reconnaître à cet homme que le peuple est derrière lui. Le peuple l'aime. Mais vous comprenez quand même la réaction de l'ambassadeur Kikaya qui a dit que la présence des policiers, la présence des militaires à travers la République ressemble un peu à l'opération Vigipirate où vous étiez en France. Aujourd'hui, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays, eh ben, on met un peu les militaires pour essayer de désamorcer un peu la bombe. Non, je crois que l'ambassadeur Kikaya commence un peu à tout mélanger, parce que la dernière fois, je l'ai suivi par rapport aux fortunes des uns et des autres. Enfin, bref, non, je crois qu'il est dans un monde méli-mélo. Comment voulez-vous comparer Vigipirate en France, ou bien même maintenant en Allemagne, c'est déclenché, en Italie, qui combattent le terrorisme, madame? Mais ils disent qu'il y a le terrorisme chez nous. Non, il n'y a pas de terrorisme. À l'Est, il y a le terrorisme, vous avez suivi? Mais à l'Est, madame, s'ils mettaient autant de militaires, autant de policiers, autant des agents de l'ANER, il n'y aura plus rien à l'Est. Au contraire, ce sont les militaires, les FARDC, les policiers qui devaient être à l'Est, qu'on le retrouve ici, à Kinshasa. Et quand ils sont à l'Est, et quand ils font de bon boulot, soit ils sont morts, soit on le permute, soit ils passent directement à la retraite. L'ambassadeur Kikaya ne peut pas dire ça. Nous ne sommes pas dans... Alors, madame, mais c'est là où montre leur déficit au niveau de la chose républicaine. Vous voulez comparer ce qui se passe en Europe avec ce qui se passe ici au Congo? Où est le terrorisme ici dans la ville? On choisit la ville de Kinshasa. Les jeunes, le 19, est-ce qu'il y avait... Les jeunes avec leur machette, les jeunes qui pillent, qui cassent, qui brûlent, et tout ça, c'est une forme de terrorisme. Le terrorisme, c'est simplement le fait de s'aimer la terreur. C'est pas seulement de poser les bombes. Madame, ces machettes-là qui les achètent. Je vois très mal nos jeunes, nos papas, nos mamans, qui sont derrière nous, qui nous soutiennent, aller acheter une machette qui coûte, je crois, 6 000 francs, au lieu de s'acheter un bol de riz, Fumbois, bientôt, quelque chose comme ça. Soyons sérieux, madame. J'ai même dit par rapport aux machettes, et même par rapport aux bouteilles de Henken, qui sont allées récupérer à Kingaboua par le ministre de la Santé, Félix Kabange, et je crois le ministre du Sport, Denis Kambaye. Pourquoi quand ils sont partis? Mais madame, j'ai même interpellé le procureur général de la République. Mais quand un ministre de la République se déplace, soi-disant pour aller récupérer les armes blanches, madame, vous ne pouvez pas envoyer la police accompagner le ministre pour qu'au moins vous appréhendez ces gens-là pour leur poser la question, qui vous a donné cet argent pour acheter des armes blanches aussi neuves? Madame, moi j'aurais souhaité que toutes ces machettes-là qui me le donnent, je l'amènerais à Kassangoulou pour faire le champ. Nous continuons, nous restons toujours dans le même, en tout cas dans le même domaine de ces dates fatidiques du 19-20 décembre. Eh nous suivons la tournée de la CCU, le parti cher à Lambert Mende, par rapport à ces dates fatidiques. Ils sont descendus sur le terrain pour essayer d'expliquer un peu à cette population les enjeux de ces dates fatidiques et évidemment le message d'Étienne Tshisekedi par rapport à ces dates. Suivons. Soucieux de donner la chance aux ultimes négociations en cours sous la médiation de la CENCO, j'autorise à la délégation de rassemblement à poursuivre ses travaux selon des calendriers fixés par les évêques. Car à l'issue de ces assises, un compromis sera trouvé pour la gestion du pays pendant la période de transition. À toute fin utile, j'invite notre peuple à rester toujours vigilant et mobilisé et prêt à répondre massivement aux actions pacifiques que le rassemblement pourra initier à l'article 64 de notre Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo.
Il est venu constater le maintien de la paix ici au quartier des Bonhommes, dans la commune de Matete, au lendemain d'une campagne de sensibilisation initiée par la Ligue des jeunes de la CCI. Aussitôt arrivé, Thierry Monsenepo a félicité et encouragé ces jeunes à demeurer dans la culture de la non-violence telle que vécue les 19 et 20 décembre. Je suis venu ici à des bonhommes, à Matete, pour encourager les jeunes sportifs qui ont refusé le désordre. Ils ont sécurisé ce quartier selon le mot d'ordre que nous leur avons donné. Ils ont respecté ce mot d'ordre et il était important que je vienne les encourager parce que ce sont des patriotes. Et là maintenant je suis avec eux sur l'avenue principale où nous allons balayer pour enlever les saletés sur l'avenue Lumière où les ennemis de la paix sont venus ici pour brûler des pneus et mettre de la saleté. Le Congo veut la paix. Les jeunes veulent la paix et ils sont tous derrière le chef de l'État, Joseph Kabila. Raison pour laquelle nous sommes là. Pour l'envoyé de Lambert Mende, au-delà des encouragements, ceci mérite une récompense. Ainsi, ces jeunes ont reçu de main de Thierry Monsenepo cette enveloppe consistante, tel un cadeau de l'autorité morale de la CCU pour leur sursaut patriotique. Dans ses propos, le président de la Ligue des jeunes de la CCU n'a pas omis de remercier le chef de l'État pour avoir renouvelé sa confiance à Lambert Mende, autorité morale du parti, au gouvernement Badibanga. Et nous saluons aussi la reconduction de son Excellence Lambert Mende dans ce gouvernement de Premier ministre Sami Badibanga, à qui nous souhaitons bonne chance. 20 décembre, de paix et sans violence, le quartier des bonhommes dans la commune de Matete l'a vécu et observé à la grande satisfaction de Thierry Monsenepo. Jean-Claude Ovemba, vous avez suivi Thierry Monsenepo qui est un jeune qui dit le Congo, la RDC veut la paix. Donc, vous comprenez quand même sa démarche d'aller voir ces jeunes et leur parler de la paix et la paix à tout prix en République démocratique. Mais madame, c'est que je sache, ça c'est une manifestation politique dans la rue. Où est-ce qu'ils ont eu l'autorisation? Est-ce que nous avons vu la police? Nous avons vu les militaires? Mais si c'est un parti de l'opposition, vous aurez dû voir les bombes lacrymogènes, les balles en l'air et tout qu'on sort. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, madame. Cet égoïsme malsain des gouvernants congolais a dépassé les bornes. Bon, je connais très bien mon jeune frère Thierry. Mais quand vous commencez à vouloir appeler les jeunes pour un service civique, on ne laisse pas de l'argent. Les jeunes viennent, ils travaillent, ils s'en vont. C'est une forme de corruption, c'est en vous? Madame, ce n'est pas une forme de corruption, mais c'est une forme d'aberration qui conduit maintenant, même dans vos familles, quand vous voulez leur parler de la politique, ils vous disent, est-ce qu'on va prendre un verre après, on va manger après, l'argent du taxi? Ça commence comme ça, madame. Il ne faudrait pas venir humilier le peuple congolais en disant, bon, je vous laisse. Mais vous leur laissez pour combien de jours? Pour une seule journée. Et demain, vous serez là? C'est pour cela que nous nous posons des questions. Des gens comme ça, on leur fait passer partout, sans autorisation, sans rien. Et si c'est les autres, vous commencez à vous cambrer. Et puis, que mon frère puisse dire, ils veulent la paix. Qui veut la guerre? C'est vous de l'opposition, c'est clair. Madame Jean-Claude Vouemba, il y a eu des rébellions. AFDEL, MLC, RCD, RCDN de mon pote Roger Lumbala, RCD Kamel de mon pote Boussania Mouissi. Tout ce que vous voulez, Jean-Claude Vouemba n'y a jamais pris part. Moi, je suis un homme de paix. Moi, je suis un sage, né Congo. Que la parole est une bénédiction de Dieu. D'où le Kinzondi. Madame, ce sont eux qui amènent les gens. Voilà, même vous venez de le citer pour l'ambassadeur Kikaya.
je me pose des questions qui parlent de terrorisme, nous ne voulons pas la paix. Est-ce que vous croyez que ce soit les papas, les mamans? Hier, j'étais à l'hôpital, à la clinique Galima pour aller voir mon jumeau. Enfin, je suis là-bas tous les jours, mais hier, qu'est-ce que j'ai vu? Une jeune fille, à peine 7 ou 8 ans, 9 ans, qui est revenue d'urgence du Katanga parce qu'elle a reçu une balle. Et que juste, donc il restait peut-être quelques heures pour que cette jeune fille puisse rendre l'âme. Est-ce que cette jeune fille-là, c'est une terroriste? Est-ce qu'elle a demandé à sortir dans la rue? C'est une balle perdue, vous avez suivi l'explication de... Non, madame, non. Les balles perdues sont là. Donc, mais justement, madame, pourquoi? Ce sont des dégâts collatéraux, dommage. Madame, il faut donner la responsabilité de la sécurité des biens et des hommes à la police. Parce que c'est leur travail, c'est leur fonction. Ils savent... Pardon. Ils prennent leurs études chez moi à Kassangoulou, madame. Il y a un grand centre de la police nationale pour les policiers. C'est là où chaque année, ils sont, je crois, à 300 ou à 400 ou à 500. Il faut leur donner la sécurité pour qu'ils puissent garantir cela vis-à-vis des personnes et de leurs biens. Quand vous voulez donner la sécurité aux militaires, qu'est-ce que vous vous attendez? Par rapport au propos de Tshisekedi, quelle est votre lecture de son message au peuple congolais, Jean-Claude Vamba? Est-ce qu'il incite les gens à la violence? Est-ce qu'il incite les gens à se mettre autour d'une table? Est-ce que c'est un homme de paix, Tshisekedi? Quelle lecture faites-vous de son message? Parce que ça a été compris de mille et une façons, ce message. Madame, le président Tshisekedi a dit ceci. 1. J'exhorte le rassemblement de continuer aux assises du centre interdiocésain. C'est déjà une bonne chose. Sans vous interrompre, s'il vous plaît, sans vous interrompre. Il y a une internaute qui m'a dit de poser carrément la question. Si vous étiez entré au dialogue, on aurait déjà dû gagner du temps. Et peut-être que vous aurez eu cette primature qu'aujourd'hui vous l'étend aujourd'hui. Parce que c'est un des préalables, comment dire, quelque chose là où vous n'entendez pas, là où vous n'êtes pas d'accord. On a dit que le rassemblement veut la primature, oui ou non? Sami Balibanga reste Premier ministre. Madame, donc, je vous réponds par rapport au président Tshisekedi. Je vous en prie. Il demande, il exhorte, il conseille au rassemblement de continuer aux assises. C'est ce que vous avez fait. Ce que nous avons fait. Il dit ceci. Le mandat de M. Kabila vient de prendre fin. Mais ça, c'est pas M. Tshisekedi, ça, c'est la Constitution. Mais il reste président jusqu'à l'élection, jusqu'à la... Madame, ça doit se négocier. Et c'est ce que vous avez fait... Parce que M. Kabila n'a plus ce pouvoir d'engager seul la nation congolaise. Mais vous avez trouvé ce consensus. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Si nous ne sommes pas partis au camp Tchatchi, madame, si vous savez le pourquoi. Parce que M. Kabila lui-même est la personne clé de cette instabilité sociale et politique qu'on est en train de vivre ces derniers mois. Parce qu'il n'a pas voulu organiser les élections. Et c'est la même personne qui vous convie à cela. La preuve année, vous avez remarqué, M. Kabila n'a même pas signé les accords Et cette fois-ci, il le signera? Cette fois-ci, il le signera? Madame, je vous dis tout simplement, nous n'avons pas accepté, puisque la résolution 2277 disait très bien que M. Kabila soit de son camp et l'opposition soit de l'autre côté. C'est ce qu'il vient d'avoir par rapport à la CENCO. Non, nous avons dit, nous allons continuer. Et le président Tshisekedi demande tout simplement au peuple congolais d'être vigilant. Connaissant sous Mobutu, c'est ce qu'il a toujours demandé. Madame, connaissant les us et coutumes de nos dirigeants. Là, nous parlons par rapport à la Constitution issue des accords de Sun City. Tout ce qui est Seconde République, madame, comme je répondais il n'y a pas longtemps, c'est à vous à choisir des historiens, des sociologues et tout ce monde-là de se mettre ensemble pour écrire sérieusement l'histoire de la Deuxième République sans haine, sans tout règlement de compte.
En quelques minutes de la date du 19 décembre, on l'avait suivi, c'était en tout cas comme un coup de tonnerre parce qu'on s'y attendait vraiment pas. Ben, les bruits couraient déjà. Voilà, c'était la confirmation de Samy Badibanga comme Premier ministre, la formation de son gouvernement, la présentation de son gouvernement. Les noms étaient égrenés un à un par la chaîne nationale, la chaîne mère. Alors, ce condensé est consacré vraiment à la présentation du gouvernement Badibanga, plus ou moins 68 ministres, en tout cas, qui font partie de ce gouvernement. L'Assemblée nationale l'a investi aussi cette semaine. Je crois que Jean-Claude Vamba était là. On a dit que c'était houleux, hein, les débats, mais voilà, il est passé. Il est investi comme Premier ministre et notre rédaction a réfléchi les à côté, en tout cas, de cette journée. Autour du Palais du Peuple, c'était vraiment à tomber. On a dit que Badibanga, en tout cas, a réussi à faire tomber le Palais du Peuple. Et bien, plus de détails dans ce condensé. L'attente aura été longue, mais Badibanga peut enfin présenter son programme devant le Parlement. Son équipe affiche désormais complet. Pour accomplir sa tâche, l'ex-président du groupe parlementaire UDPC allié sera secondé par 3 vice-premiers ministres. À l'intérieur, Evaristo Bochab cède son fauteuil à Emmanuel Shadari Ramazani, jusqu'il y a peu président du groupe parlementaire PPRD et allié. Léonard Chéou Kitundo revient aux affaires en tant que vice-premier ministre des Affaires étrangères, tandis que la vice-primature du transport et voies de communication sera occupée par José Makila Soumanda, contraint dorénavant de céder sa place du gouverneur de Sud-Bangui. Les ministres d'État, il y en a plus ou moins 7, parmi lesquels on retrouve Jean-Lucien Boussa au plan. Pierre Kangoudia, le plus fidèle de Vital Kamerhe, prend la place de Michel Bongongo au budget. Quant à ce dernier, il prend ce nouveau quartier à la fonction publique. Bahati Lukwebo conserve l'économie et voit son ministère être élevé au rang du ministère d'État. Des ministres, l'on en compte une trentaine, dont certains issus du gouvernement Matata. C'est le cas d'Henri Yave Moulang aux finances, Crispin Atamatabe à la défense, Lambert Mende aux médias, pour ne citer que cela. Les femmes, ce gouvernement n'en compte pas beaucoup, 7 au total, dont Marie-Ange Mouchobekwa, dorénavant ministre des Droits humains. Wivin Mumba récupère le portefeuille, Martine Boukassa au développement rural, Magui Kiala à la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté, Marie-Louise Mouangué aux genre, famille et enfants. Bref, c'est un gouvernement éléphantesque qui vient d'être mis sur pied, comme dirait Justin Bitakwira, actuel ministre de Relations avec le Parlement. Plus il y a des bras, mieux le travail pourra être exécuté. Reste à savoir si cette affirmation va se concrétiser. En attendant, l'équipe Badibanga a du pain sur la planche et est invitée à montrer de quoi elle est capable pour calmer la tension encore palpable dans quelques villes du pays au lendemain de la fin théorique du 2e et dernier mandat du chef de l'État. Examen et approbation du programme du gouvernement suivi de son investiture, c'est l'ordre du jour de la plénière de ce jeudi à l'Assemblée nationale. Les travaux du jour ont connu la participation, bien entendu, du Premier ministre qu'accompagnait l'équipe gouvernementale. Différentes personnalités et militants des différents partis politiques s'étaient joints aux députés nationaux en séjour solennel. Dans un discours sobre et réconciliateur, le Premier ministre Samy Badibanga a présenté à l'assistance un programme ambitieux dans lequel innovation et réformes ont été proposées dans différents secteurs de la vie. Dans le domaine de la santé, par exemple, Samy Badibanga envisage la gratuité de l'accouchement et des soins gratuits aux enfants de moins de 5 ans. L'organisation des élections dans le respect des échéances est aussi son cheval de bataille. Nous allons promouvoir le dépassement de soi pour nous faire tous converger vers les valeurs communes, à savoir l'amour de la patrie, la démocratie, la justice, la paix, le travail et la tolérance. Comme disait Henri Ford, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble, c'est la réussite. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, au-delà de cet appel et de cet engagement à la préservation de l'unité et la cohésion nationale, je
me dois de préciser que la deuxième tâche essentielle à laquelle mon gouvernement est convié par l'accord politique du 18 octobre 2016, c'est, vous le savez, l'organisation des élections transparentes, crédibles et apaisées. Samy Badibanga espère une issue heureuse de pourparlers de la SENCO avant de proposer de remèdes à la crise économique qui sévit au pays. Investiture du gouvernement Badibanga, l'esplanade du Palais du Peuple a reçu un monde inhabituel. Une forte mobilisation des partis politiques, dont les militants, munis des drapeaux et autres insignes de leur parti, ont voulu eux aussi marquer de leur présence cette cérémonie du jour. Il s'agit d'un véritable combat de visibilité des partis politiques, dont certains à travers des écrits et photos de leurs leaders imprimés sur t-shirts, calico et autres ont témoigné leur soutien inconditionnel au gouvernement Badibanga. Dans ce lot, la TD de José Makila, le PPRD qu'accompagnait Emmanuel Chadari, l'ARC majorité présidentielle, dont le président Ginkoulou a été élevé aux fonctions des ministres de l'enseignement technique et professionnel. L'on a également noté la mobilisation des membres du Parti travailliste de Steve Mbikaï. Notons qu'après leur investiture, les 68 membres du gouvernement devront prendre possession chacun de son quartier par la remise et reprise. Une étape à entamer dès ce vendredi. L'événement n'a pas laissé indifférents les partis politiques dont les membres ont tous pris d'assaut l'esplanade du Palais du Peuple. La joie était en son comble. Jean-Claude Wemba, voilà, le gouvernement Badibanga est là, plus ou moins 68, en tout cas, Congolais dans ce gouvernement. Le genre n'a pas été respecté, pas plus de 7 à 8 femmes, 7 je crois, et donc de 30%, pas du tout respecté dans ce gouvernement. Gouvernement éléphantisque, gouvernement carrément politique, gouvernement qui, selon vous, assurerait vraiment la faisabilité des élections en 2017-2018 ? Sûr qu'avec ce gouvernement, ça va aller? Madame, c'est vous autres, la presse, ainsi que les Congolaises et les Congolais qui ont qualifié ce gouvernement d'éléphantesque. Donc, nous disons tout simplement, les gens peuvent être à 100, il n'y a aucun problème, dès lors qu'il y a une certaine rigueur dans la gestion, dans la direction de la chose publique, il n'y a aucun problème. Mais quand, d'ailleurs, vous venez de le dire, c'est un gouvernement de cadeaux. Parce qu'il y a eu des acteurs politiques qui se sont réunis, il fallait les satisfaire. Il y a même d'autres, leurs familles politiques sont en train de se brouiller. Hein, il y a même d'autres de la société civile qui ne veulent pas reconnaître ceux qui sont là. Donc, vraiment, c'est un fourre-tout. Mais je dis tout simplement, ils peuvent être 60, ils peuvent être 100. Mais dès lors... Est-ce qu'on a les moyens? Vous avez déjà vu les moyens, le budget que vous avez... On n'a même pas traité de ce sujet, c'était à peine 4 milliards que ma tête a proposé. Vu le budget national, est-ce qu'on devait vraiment avoir un si grand gouvernement? Madame, comme il fallait faire plaisir à toutes les personnes qui sont allées apprendre le trait. Oui. Je répète, c'est un gouvernement cadeau, c'est ça? Donc je me dis, il fallait nécessairement que tout un chacun puisse s'y retrouver. Madame, ça, le problème de l'essentiel du gouvernement actuel, c'est d'amener les gens aux élections, en même temps en soulageant tant peu que ça la vie sociale des Congolaises et des Congolais. Badibanga l'a dit, maternité gratuite, d'ailleurs ça fait plaisir aux femmes. Madame, je ne sais pas où est-ce que le Premier ministre, M. Samy Badibanga, a eu réellement, s'il y avait combien de maternités par jour dans ce pays. Mais, madame, le peuple congolais veut à tout prix remplacer les 10 millions de morts qui sont morts depuis l'entrée de l'AFDEL jusqu'à ce jour, madame. Il y a même le grand consortium juif de Londres qui a même qualifié de ça de holocauste. Que ne cesse de le dire Jacques Matanda Mamboyo Kouliaboubanza. Nous disons tout simplement, madame, déjà, nous avons du mal, pendant 5 ans, à mettre de côté 1,250 milliard que chaque année, le Parlement
octroyé à la rubrique CNI, et maintenant vous voulez ajouter toutes les naissances. Mais moi je crois qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les femmes qui vont aller dans des hôpitaux, dans des centres médicaux, c'est comme l'école gratuite, l'enseignement gratuit. Il faut envoyer toutes ces factures à la primature, comme ça le Premier ministre va s'en occuper, y compris par rapport... Et vous avez suivi son discours réaliste, ou on dit que c'est simplement une déclaration pour satisfaire l'opinion? Madame, le Premier ministre ne pouvait pas faire un discours réaliste, puisqu'il se retrouve à un budget qu'on vient de lui imposer. Parce que le budget qui est là n'annonce en rien tout ce que le Premier ministre a dit. Il a déjà demandé, on a suivi, nous sillonnons le net, nous lisons, nous investiguons. Merci à toi, Éric Tchikouma, qui nous a dit que le Premier ministre a déjà lancé un appel aux bailleurs internationaux, aux investisseurs étrangers, de venir pour aider la RDC. Donc, Madame, le problème... il peut réunir cette somme, vous ne lui donnez même pas une chance, vous êtes autant pessimiste. Madame... Il n'a même pas commencé son travail, que vous dites déjà qu'il va échouer. Non, je n'ai pas dit ça. Je vous en prie. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il aura du mal. Mais je n'ai pas dit qu'il a échoué. Okay. Soyons quand même assez honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes. Mais madame, c'est d'ailleurs de Bretton Woods qui ont stoppé et arrêté leur collaboration par rapport à la République démocratique du Congo. C'était dû à quoi? C'était dû à la corruption. Il a dit qu'il allait combattre, qu'il allait combattre la corruption. Madame, bec et ongle. Madame, j'arrive. Est-ce qu'on va lui donner le moyen de combattre cette corruption? Cette pieuvre, madame. C'est le professeur Luzolo Bambi, conseiller spécial en matière de blanchissement, enfin bref, de toutes ces pagailles de la corruption, a dit que chaque année, il y a au moins plus de 9 milliards, 15, hein, merci Elvis Boulongou, le président des jeunes du MPCR, qui est à mes côtés, 15 milliards de dollars qui se volatilisent à travers la corruption dans notre pays. Et cette corruption-là, madame, n'est pas d'aujourd'hui. Ça peut faire peut-être 30 ans. C'est tout un système. C'est un système, madame, il faudrait mettre fin. Mais avant de mettre fin à ces genres de système, madame, vous devez avoir la direction politique de l'armée, de la police, des services de renseignement et des officines. Parce que si vous n'avez pas... Si vous n'avez pas, madame, c'est la confiance de ces corps, vous serez liquidé un jour à l'autre, tout simplement parce que vous gênez tout le monde. Alors, le Premier ministre, Sami Badibanga, devait commencer par ça, et après faire appel aux institutions de Bretton Woods, parce que, la garantie des affaires n'est pas ici, n'est pas reconnue ici, et avec toutes les taxes qui se substituent et les EDT dans des provinces, je vois du mal. Quels sont ces organismes qui reviendront dans l'état actuel du discours de M. Sami Badibanga? Vous êtes carrément pessimiste. Hein? Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Mais votre réalisme tangue vers le pessimisme. Non, je connais très bien le Premier ministre. Et quelles sont vos relations d'ailleurs aujourd'hui? Parce que je me rappelle, moi, de vous avoir un jour vu à la télévision lire, en tout cas, une déclaration pas très amicale, je me permets peut-être le mot, parce que moi je fais la rétrospective de la semaine, je crois que j'avais balancé dans une des infos 7. En tout cas, je me demande aujourd'hui qui est Premier ministre, quelles sont vos relations? Jean-Claude Wemba, c'est un garçon qui est très fier de ses convictions. Jean-Claude Wemba, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. J'ai été contre le dialogue de Kanchachi et le président du groupe parlementaire UDPS et AD, Sami Badibanga, d'ailleurs c'est lui qui m'a proposé en tant que deuxième vice-président de ce groupe parlementaire. C'est depuis plus de 40 ans que je le connais, qu'on se connaît. Donc je n'ai pas de problème personnel avec le Premier ministre, puisque c'est un frère, il restera un frère. Donc je dis tout simplement, madame, quand il s'agit des intérêts des Congolaises et des Congolaises, Jean-Claude Wemba ne
plaisantez pas. Mais il y a une certaine opinion qui pense, Jean-Claude Wemba, répondant froidement, que c'est Etienne Tshisekedi qui l'a pistonné de toutes les façons. Il avait donné 2 noms pour la nomination du Premier ministre. Il avait donné le nom de Sami Badibanga et le nom d'Etienne Tshisekedi. Et le choix était clair. De Félix Tshisekedi, pardon, parce que Félix Tshisekedi c'était trop visible. Et on a fait le choix de prendre Sami Badibanga. Donc Etienne Tshisekedi vous a un peu floué, si j'en permets l'expression. Madame, c'est pas ça? Madame, dans ma vie, j'ai toujours suivi le conseil d'un grand Congo, disparu malheureusement il y a quelques années, Luambo Franco, mis à mort. Malamona Solola Nzete, Polikambo et Bombama. Madame, nous sommes dans un monde de tweets. Nous sommes dans un monde des réseaux sociaux. Facebook, maintenant ils nous ont donné VPN et que nous continuons maintenant à être dans les réseaux malgré qu'ils ont dû bloquer leur biscuité. Mais madame, vous croyez que s'il y avait un document où le président Etienne Tshisekedi, mais cet homme-là, je ne sais pas comment de fois les gens peuvent vouloir citer un nom d'Etienne Tshisekedi, donnerait le nom de son fils Félix Tshisekedi et de Sami Badibanga que dans un dossier. Non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Je ne pense pas. Allons prendre... Mais je vous dis, madame, cet homme n'a pas besoin de cela. Nous prenons la remise et reprise dans les institutions. Nous allons vraiment vite aller. Ça s'est fait, hein, la remise et reprise. Voilà, nous vous proposons la remise et reprise dans quelques cabinets ministériels. Soulevez en haut. Soulevez en haut. Voilà. Applaudissez quand même. Sami Badibanga Ntita a pris possession de ses quartiers en tant que Premier ministre depuis ce mardi. Augustin Matata Ponyo a passé officiellement le bâton des commandements à son successeur au cours de cette cérémonie des remises et reprises, laquelle a pris les allures d'une visite guidée des installations du bâtiment de la primature où Sami Badibanga va désormais travailler dans ses nouvelles fonctions de chef du gouvernement. De la primature à l'hôtel du gouvernement en passant par la résidence officielle du Premier ministre, les deux personnalités ont vécu des moments historiques et émouvants. D'abord, pour le nouveau locataire de la primature qui prend ses fonctions de main de son prédécesseur, Augustin Matata Ponyo, le sortant, qui quitte les fonctions après 5 ans de loyaux services rendus à la nation. Steve Mbikai a pris possession de ce quartier. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a reçu de main de son prédécesseur les dossiers du ministère, biens en immobilier et projets urgents en exécution, d'autres en voie d'exécution. Une remise et reprise avec le ministre sortant Théophile Mbemba qui quitte ses ministères avec un sentiment de satisfaction. Je lui lègue un certain nombre de dossiers urgents. Steve Mbikai a mis à profit cet instant pour définir les défis à relever. Je commence d'abord par remercier le chef de l'État et le Premier ministre qui m'ont confié cette heure très importante. Il y a beaucoup de défis à relever, beaucoup. Je ne sais pas par où commencer. Il y a les conditions de travail des étudiants qu'il faut améliorer. Il faut les aider à avoir des bureautiques à moindre coût dans toutes les universités. Vous voyez l'état dans lequel se trouvent les bâtiments des universités, les homes et consorts. Et il y a la qualité de l'enseignement même. Vous savez, il y a une prolifération très dangereuse des universités pour rire. Il faut que les diplômes aient la valeur qu'ils méritent. Il n'y a qu'il faut délivrer très rapidement les diplômes à ceux qui terminent. La pratique du civisme au sein des universités congolaises fait partie des préoccupations du ministre de l'ESU. Il y a ces dialogues permanents que nous allons avoir entre le ministère, les étudiants et puis
tous les comités de gestion des établissements d'enseignement supérieur, en dépit des projets que j'ai trouvés, je pense que ce sont des axes prioritaires. Il faudrait que nos diplômes aient vraiment de la valeur. Ainsi, le ministre de l'ESU dit compter sur le soutien du Premier ministre et du chef de l'État afin de relever ces défis, celui de la révalorisation du diplôme universitaire congolais à l'étranger. Rendons-nous premièrement au ministère du Plan où Jean-Lucien Boussa a succédé Georges Wemby. La cérémonie des remises et reprises entre le ministre sortant et entrant s'est déroulée dans une ambiance conviviale. L'actuel ministre d'État en charge du plan pense déjà au développement du pays. Aujourd'hui, le pays traverse une conjoncture économique difficile. Alors que le ministère du Plan est censé réfléchir, mettre en place un plan cohérent de développement économique du pays. Je pense que mon sentiment, c'est de la responsabilité. La responsabilité, mais dans une approche des résultats. Le peuple a besoin de résultats. Même exercice au ministère des Droits Humains. Ici, Marie-Ange Mouchébekwa occupe désormais le fauteuil d'Alexis Tambwe Mwamba. Je viens de passer à la cérémonie de remise et reprise avec le ministre d'État chargé de la justice et garde des Sceaux, son Excellence Tambwe Mwamba. J'ai eu un entretien fructueux avec lui. Je le félicite pour tout le travail qu'il a abattu au nom de la République pour dans le domaine des droits humains, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Je mesure la hauteur de la tâche et j'espère que Dieu me donnera suffisamment de force pour être à la hauteur de ma tâche. Cérémonie des passations de pouvoir, il en était aussi question au ministère des Affaires étrangères. Le nouveau vice-ministre de Congolais de l'étranger, Emmanuel Ilunga, a pris ses quartiers ce vendredi. Il remplace le vice-ministre Boyamba. Rappelons que le ministère des Affaires étrangères est désormais sous le commandement des Cheikh Okitundu. Convaincre nos partenaires à la fois. Jean-Claude Vamba, la remise et reprise, vous l'avez suivi dans quelques cabinets ministériels, mais nous prenons un autre angle. Comment ça se fera maintenant que le gouvernement est là, le comité de suivi aujourd'hui? Est-ce que le comité de suivi, ce sera comme un gouvernement parallèle qui sera là pour contrôler l'activité de certaines institutions? C'est ça le rôle de ce comité de suivi qui est d'ailleurs présidé, je crois que le consensus a été obtenu par Étienne Tshisekedi, secondé par F. Bazaïba. Le problème qui se pose du comité de suivi, ça serait le purement organisationnel pour amener les gens aux élections. C'est un des rôles du gouvernement. Et bien sûr, non. C'est une des missions assignées au gouvernement. Puisque la CENI est une institution d'appui à la démocratie. La CENI n'est pas directement liée au gouvernement. Donc, il doit y avoir ce comité de suivi pour être en plein dans la CENI pour aller normalement au lieu que certains blocages puissent subvenir. Parce que, madame, vous n'avez pas dit, les entreprises para-étatiques de l'État ont changé d'animateur. Que va faire le Premier ministre en venant trouver certaines personnes qui ont des dossiers à la justice qu'on retrouve dans des responsabilités des entreprises d'État. Or, c'est ces entreprises qui sont comment on dit? Génératrices de recettes. Donc, je crois, madame, sincèrement, le problème qui va se poser aujourd'hui est que le prochain gouvernement qui viendra, les assises interdiocésaines... Oh, parce qu'il y aurait un autre gouvernement. Madame... Là, vous mettez une épée de Damoclès sur la tête de Sami Badibanga. Je ne mets pas une épée de Damoclès. On va changer de gouvernement. Ça, c'est la vérité, madame. Parce que, de toute façon, madame, pour dire vrai, il y a eu
des choses qui se sont passées. Mais les politiques ont dit que nous ne sommes pas allés là-bas pour des postes ministériels. Mais est-ce que le gouvernement... Moi, j'ai dit quelque chose par rapport au nom. Moi, je vous ai cité Jean-Claude Wemba. Vous le savez, Jean-Claude Wemba ne sera jamais ministre dans ce pays. Vous le savez. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Et c'est ce qui s'est fait. Le problème, madame, il faudrait maintenant avoir un corps bien défendant qui ne doit pas faiblir par rapport à tous ces micro-corrupteurs qui vont essayer de vouloir approcher certains ministres que je connais qui seront difficiles à manipuler. C'est pour cela, nous disons, madame, il faut que la règle de nomination soit suivie des effets aussi moraux. Le côté éthique et moral n'est pas très respecté en RDC. Non, madame, nous devons y arriver par cela. Et le comité de suivi sera aussi une bonne chose pour préparer aussi d'un jour à l'autre, c'est ce qu'on appelle institution... Une autre institution d'appui à la démocratie? Non, pour vérité... Et réconciliation comme en Afrique du Sud? Oui, réconciliation, vérité. Parce que, madame, il y a encore des blessures que on doit nécessairement élaguer. Nous allons terminer par en tout cas, le dossier juridico-économico-social. Nous allons prendre le procès de Franck Diongo, comme vous le savez, le député national est jugé en flagrance. Nous avons suivi en tout cas son jugement minute par minute à travers les réseaux sociaux. Bravo en tout cas aux journalistes qui sont en tout cas sur la toile, spécialement à toi Rachel Kitita et Passion Ligodi et voilà. Merci à vous. Je peux vous aider. Oui. Edmond Izouba et Jean-Louis Koumandé. Merci. Et Fabien Baguito. Merci. Cheikh Fita. Et il y a un autre, le petit, le nom que j'aimerais bien, mais le nom m'échappe. Mon Dieu, ça viendra. Mais ça viendra. Donc nous avons suivi minute par minute le procès de Franck Diongo. Et nos reporters aussi sont descendus sur le terrain pour constater une fois de plus la hausse des prix. Mais on nous a rassuré que ces prix baisseront d'à peu près 18% avant les fêtes des fins d'année. J'espère que ça s'est fait. Et nous allons terminer par une note triste, en tout cas les obsèques de papa Charles Mwando Simba. Sur sa chaise roulante, cathéter au bras, Franck Diongo, aux apparences inconscientes, s'est présenté devant la Cour de cassation. Sa défense évoque même le coma, vu les conditions dans lesquelles le détenu aurait été soutiré de la salle d'urgence de la clinique Ngaliema. Les membres de sa famille biologique ne retiennent pas leur émotion face à l'état que leur présente leur fils. Devant la Cour, c'est d'abord ces questions des formes soulevées par la défense. L'état de santé du prévenu fait l'objet de vives discussions entre le PGR et la défense. Cette dernière sollicite une remise. Le PGR, lui, ne veut nullement l'entendre de cette façon. Nous avons adressé une réquisition à médecin. Et ce rapport ne révèle rien de particulier. Mais au-delà de la remise pour établissement de la santé du prévenu, c'est son transfèrement au CMK, mais aussi la jonction d'affaires avec d'autres prévenus comparaissant devant le tribunal de grande instance pour la même cause que l'on exige. Des moyens présentés devant la Cour pour lesquels Laurent Onyemba, avocat du prévenu, espère un avis favorable de cette haute juridiction. Le ministère public est en train de faire un montage, je voulais dire criminel, un montage méchant pour que l'honorable Franck Diongo passe uniquement en flagrance. Mais nous ne contestons pas la flagrance, mais seulement il faut faire les choses selon les règles de l'art. À l'instant, nous attendons la décision de la Cour que nous supposons être une Cour juste parce que aller outre mesure, c'est uniquement prouver à la face du monde que les décors est planté pour un procès politique. Au regard de ces préalables de forme soulevés par la défense, la Cour s'était retirée, prenant l'affaire en délibéré pour donner son arrêt incessamment, la procédure étant flagrante.
Au centre-ville de Kinshasa, les activités ont bel et bien repris normalement ce jeudi. L'engouement est perceptible, mais la hausse de prix des produits de première nécessité inquiète les consommateurs de même que les vendeurs. Les prix des produits tels que la farine, le riz, le sucre, l'huile, le savon et autres ne cessent de prendre de l'envol dans différents points de vente. Situation liée à l'instabilité du taux d'échange de la devise étrangère sur le marché. Ces vendeurs s'en plaignent et déplorent cette hausse vertigineuse de prix des denrées alimentaires à l'approche des festivités de fin d'année. Aucun produit n'a été revu à la baisse. Les prix ne font que grimper chaque jour qui passe. Dans le magasin, le prix du sucre par exemple, au prix de l'ascenseur, il n'y a aucun changement. On n'arrive pas à écouler la marchandise. Le prix d'oignons a augmenté, et même les pommes de terre. Ces vendeuses demandent au gouvernement Badibanga de faire de l'amélioration du social de la population congolaise son cheval de bataille. Que l'actuel gouvernement revoie la structure de prix pour nous permettre de bien nourrir les enfants. Ces vendeuses espèrent que le taux d'échange de la monnaie étrangère va sensiblement être revu à la baisse, situation qui va également influencer la structure de prix des produits de première nécessité sur le marché. L'Assemblée nationale, une fois de plus, amputée d'un de ses élus. La Chambre basse du Parlement pleure en ce jour la disparition de Charles Mandon Simba, l'élu de l'ancienne province du Katanga. En ces jours funestes, les hommages lui sont rendus par son collègue et président du bureau de la Chambre des députés, Obé Minakou. Ce dernier reconnaît en Charles Mandon Simba les qualités d'un acteur politique averti et très expérimenté. Son adhésion aux valeurs du nationalisme d'action, sa très longue présence aux côtés des grands hommes de plusieurs âges du dernier siècle et de l'actuel, son aspiration à la construction d'une société libre et solidaire, l'ont conduit à adhérer au seul mouvement d'action politique conforme à sa vision d'homme d'État et d'homme de terrain, soucieux de toujours allier réalisme et efficacité dans les choses qui concernent l'État, entendu comme pouvoir et conjugaison des peuples sur un territoire, et le sien qui était pour lui un référent, c'était toujours la République démocratique du Congo, la terre de ses ancêtres, le plus beau pays de la terre. C'est comme ça qu'il le disait. S'en suivra les dépôts des gerbes des fleurs. C'est le speaker de l'Assemblée nationale qui va ouvrir le bal, suivi d'Eleon Kengo Adondo, président du Sénat. Puis les caucus des députés nationaux. Tous regrettent la disparition du doyen. Ce dernier sera mis en terre dans l'ancienne province du Katanga. Voilà, le nom est revenu. Je n'ai vraiment pas oublié Stani Boujakera. Merci pour votre travail sur la toile. Ça nous permet vraiment d'être bien informés. Merci à tous les reporters de Congo Web Télévision. Sans vous aussi, en tout cas, Info 7 ne se tiendrait vraiment pas. Donc, Jean-Claude, vous avez suivi le procès de Franck Diongo, procès politique, une fois de plus. Selon vous, c'est un peu le cas Diomi Ndonga. Bien sûr, Diomi Ndonga, c'est un cas de viol. Mais ça, on a dit, ça, c'est un cas de brutalité policière. Supposé cas de viol, madame. Diomi Ndonga n'a jamais violé. Okay, dire qu'on l'a rencontré, on l'a retrouvé avec des pseudos mineurs, je suis d'accord. Mais il ne faudrait pas dire ces genres de choses, ça je ne peux pas l'accepter. Madame, maintenant que la justice est là, et c'est ce que nous voulons que la justice de demain commence à partir du cas Franck Diongo. Simplement, madame, parce que ce qui s'est passé, jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore au courant. Vous savez que je suis un très proche de Diongo. Il vous a rien dit Mais il n'est pas dans un état à parler. Je l'ai vu. C'est moi qui l'ai accompagné de la Cour suprême de justice
jusqu'à l'hôpital, jusqu'à la clinique. À un moment, les rumeurs ont circulé qu'il était mort. Est-il si mal en point que ça? Mais madame, à voir comment était Franck Diongo arrivé au casier judiciaire, c'était grave, madame. Sa santé donnait de l'inquiétude grave. Il a eu plusieurs fois à faire de l'hémorragie en saignant, des commotions et tout. C'est pour cela que nous attendons, y compris le rapport médical, le vrai rapport médical, hein, qui d'ailleurs doit passer à d'autres expertises, pour que nous puissions savoir quel est l'état de santé de Franck Diongo. Le Franck Diongo que j'ai vu cet après-midi à la clinique Ngalema. Ça va un peu ou c'est toujours... je ne peux pas... L'état est stationnaire. L'état est stationnaire. Ça, je dois dire la vérité. L'état est stationnaire. Mais il a quand même des soins appropriés, parce que nous avons entendu Vital Kamere qui demandait à ce que le président Kabila puisse mettre à sa disposition un avion médicalisé pour qu'il puisse être soigné à l'extérieur, mieux soigné à l'extérieur. On ne sait pas où, Afrique du Sud, Inde, je ne sais pas moi. Madame, dès lors que nous aurons une expertise sincère, à ce moment-là, Jean-Claude Wemba pourrait dire. Mais pour l'instant, qu'est-ce que nous en savons? Par rapport peut-être même qu'il ne saurait pas monter dans un avion avec le bruit et tout. Donc c'est pour cela que nous disons, madame, cette justice doit commencer à partir de Kadiomi à dire le droit. Par rapport au constat hausse des prix, nous l'avons vu, hein, et pourtant nous a promis, les autorités nous ont promis une réduction de prix de près de 18%, mais nos reporters, Léonie Kabengele, l'a dit, ça ne se fait pas. Les prix ne cessent en tout cas de prendre de l'ascenseur. Madame, moi j'ai vu le gouverneur de la ville avec les patrons des grandes sociétés. Je les ai encore vus, je crois, à la réunion au FEC. Et que je me suis étonné. Comment le gouverneur de la ville peut indexer les prix dès lors que c'est la responsabilité du ministère de l'économie. On m'a dit qu'il y a eu les échanges. Madame, aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Au contraire, les prix ont augmenté. C'est simplement de la spéculation de fin d'année. Le gouverneur ne pouvait pas mettre en index ce problème crucial parce qu'il n'a pas les officiels qui peuvent aller contrôler jusqu'à Kimboala, jusqu'à Monkali, jusqu'à Lantsele, à Maluku. Là où les gens font ce qu'ils veulent selon le prix. Au contraire, les gens ont eu peur quand le gouverneur de la ville de Kinshasa en a parlé, que les gens ont commencé à sortir si peu leurs marchandises pour augmenter les prix. Donc je crois que dorénavant, de l'offre et de la demande. je crois que dorénavant, il ne faudrait pas alerter nos mamans, nos papas, nos enfants qui sont dans ces commerces détaillants, qui dès lors qu'il y a un murmure quelque part, essaient de vouloir dire « Ah non, on bloque la marchandise, on en sort à petite quantité comme il y a dernièrement par rapport au ciment ou par rapport à tant d'autres choses. » Nous allons terminer par une petite boutade. C'est vrai qu'on a dit cette fois-ci, il n'y aura pas de médaille, en tout cas d'honneur, pas de médaille Zé Kabila, des héros nationaux, hein, cette fois-ci par rapport à Papa Charles Mwando Simba. C'était une boutade qui a circulé dans le net. Quel est en tout cas pour vous les souvenirs que vous gardez de Charles Mwando Simba? Il y a, je crois, peut-être une année, je l'ai connu en tant qu'un papa, leader politique. Je l'ai eu en tant que député, en tant que président du groupe parlementaire, et par exemple le premier vice-président de l'Assemblée nationale, avec la maîtrise du débat, et quelqu'un... A-t-il eu les honneurs vraiment qu'il méritait? Madame, j'arrive. Je vous en prie. J'arrive. Et quand il a décidé, au risque de sa vie, de quitter la majorité présidentielle parce qu'il a compris que le respect
des élections ne seront pas tenues, et jusqu'au soir de sa démission, aller récupérer ses policiers, sa garde, à 2h, 3h du matin, pour quelqu'un de son âge, il a tenu bon. Heureusement que l'ancien vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a renvoyé directement d'autres policiers pour aller continuer sa garde. Et depuis qu'ils ont fait G7, on a été avec eux à Paris, à Genval, au Conclave. C'était un homme vif d'esprit qui ne faisait pas son âge. Et je crois que son plus grand souci, c'est de ne pas plus voir l'alternance dans ce pays. Madame, en ce qui concerne les hommages... A-t-il vu les hommages qu'il méritait, selon vous? J'avais fait des déclarations. Madame, vous savez, nous devons arriver à un moment, les honneurs hypocrites. Il faut le laisser passer, madame. Un jour, si le Christ ou le Bissimbi, les Bankoulou, me demandaient qu'est-ce que je souhaiterais que ça puisse être fait dans ce pays, le jour que quelqu'un serait décédé, et que les gens viennent avec des grosses, des couronnes, je n'en sais rien, de 2 mètres, avec des phraseologies assez... Grandiloquentes. Mais comme vous venez de le dire, madame, et que subitement, le mort ou la mort se réveillait disant, oh, c'est ce que, je crois que la famille, à travers l'honorable Christian Mwando, que nous présentons nos condoléances le plus ému, attristé, émouvant, ont refusé que cette hypocrisie, comme nous l'avons vécu il n'y a pas longtemps avec Zaïd Ngoma. Je regardais à la télévision, je voyais certaines personnes venir. Chez Zaïd Ngoma, je me suis dit, le pauvre, il est resté ici pendant 2 ans, ici à côté, sur l'avenue de la Justice, au centre protestant. Qui partent le voir? Personne. Voilà, mesdames et messieurs. Le Congo continuera à suivre ce que il avait comme vision, la démocratie, l'alternance peut être installée dans ce pays. Merci en tout cas Jean-Claude Ovemba d'être passé à la barre. C'est l'avant-dernière émission pour cette année 2016. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de cette émission, à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Vraiment bravo et félicitations à tous les journalistes qui abattent un travail de titan. Merci à toi Israël Moutala sur 7.cd qui nous donne vraiment des informations. Et je reviens encore en tout cas en cette fin d'année pour remercier tous les reporters de la rédaction de Congo Web Télévision. Je vous citerai volontiers dans Web Presse la semaine prochaine parce que c'est l'émission consacrée aux journalistes. Nous allons faire en tout cas le bilan du travail que nous abattons dans ce pays que nous aimons tant. En tout cas, encore une fois, joyeuse fête de Noël dans vos maisons et nous nous retrouverons vraiment, si Dieu le veut bien et si Dieu nous prête vie, le dimanche prochain. Je crois que ce sera déjà l'an 2017. À bientôt.